Vous écoutez Médiatique, l'émission d'information proposée par France Lyme sur l'antenne de RCF 61. Aujourd'hui, on va parler d'un mal bien français qu'on pourrait baptiser l'acharnement antithérapeutique. C'est un processus pathologique dans lequel les organismes chargés de protéger la santé des Français, à savoir les caisses de sécurité sociale et l'ordre des médecins, se retournent contre des médecins pour les empêcher de travailler et de soigner leurs patients. Ce qu'on leur reproche, de soigner autrement, en dehors des normes reconnues. En ce qui concerne la maladie de Lyme, on sait que les normes actuellement admises sont inefficaces. Mais malheur à qui s'en écarte. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons le docteur Yves Cornette de Saint-Cyr. Docteur Yves Cornette de Saint-Cyr, bonjour. Oui, bonjour madame. J'aimerais que vous nous expliquiez donc comment, à partir d'une spécialité de rééducation fonctionnelle, vous en êtes arrivé à être un des spécialistes, entre guillemets, de la maladie de Lyme en France. Oui, c'est vrai que c'est tout un parcours. En ce qui concerne la maladie de Lyme, on est bien sûr dans des situations différentes suivant qu'elle est aiguë ou chronique. Et en ce qui me concerne, il s'agit essentiellement des formes négligées plutôt que chroniques qui en fait laissent des malades sans diagnostic à errer parce qu'on n'a pas trouvé d'organicité à leur maladie. Et c'est pour cette raison essentiellement que je suis tombé dans la maladie de Lyme. Vous avez, on va dire, payé le prix fort pour votre intérêt pour la maladie de Lyme. Alors, à ce titre, votre exemple est assez typique et caractéristique. Il faut dire qu'il y a plusieurs médecins en France actuellement qui sont dans des ennuis, soit vis-à-vis des caisses de sécurité sociale, soit vis-à-vis de l'ordre des médecins. On va revenir un petit peu sur les reproches qui peuvent être adressés à ces médecins. Les médecins qui sont dans les ennuis jusqu'au cou actuellement n'ont pas tellement la liberté de parler. Vous, docteur Cornette de Saint-Cyr, vous avez cette liberté, vous la prenez. Et on va parler justement du parcours que vous avez eu par rapport à ces instances et essayer d'expliquer pourquoi ces instances peuvent se mêler en fait de la pratique d'un médecin et de quelle façon ils peuvent interférer avec cette pratique. Je voudrais d'abord souligner le fait que vous parlez de ma liberté de m'exprimer à ce sujet. Je crois que je l'ai acheté, cette liberté, en parvenant, au bout de 15 ans de poursuite, à me faire respecter par les instances qui me poursuivaient. Donc, on va dire, ça a commencé comment les ennuis pour vous ? Pour commencer, je me suis retrouvé d'abord pointé du doigt par un pharmacien qui trouvait que j'utilisais des produits qui étaient atypiques, d'autant plus atypiques qu'ils étaient gratuits. Et c'était des hautes dilutions d'antigènes qui me servaient à faire la rééducation immunitaire. Mais avant d'entrer dans le détail des poursuites, je voudrais souligner qu'au fond, il n'y a pas que l'aspect juridique qui est important. L'aspect juridique concerne essentiellement la sécurité sociale qui a les pouvoirs décider en justice, mais il y a un phénomène important qui provient de la médecine elle-même, qui n'accepte pas des siens, qui transgressent les normes qui sont mises en place. Et ces normes, il faut les considérer dans un intérêt qui est très temporaire. Mais les instances disciplinaires, elles ne voient pas les choses comme ça. Elles ont perdu de vue que le rôle de tout médecin ou tout biologiste, c'était de savoir interpréter les situations en fonction de l'évolution des connaissances et en fonction, évidemment, du contexte. Oui, alors attendez justement par rapport à ça, pour préciser un petit peu les choses, parce que je pense qu'on pense à la même chose. En ce qui concerne la maladie de Lyme, jusqu'à présent, on en est encore bloqué à la fameuse conférence de consensus de 2006 avec ses protocoles de soins. Et donc, en fait, au niveau de l'ordre des médecins, comme au niveau éventuellement des caisses de sécurité sociale, en fait, on oppose aux médecins qui essaient d'utiliser des thérapeutiques différentes ce protocole de consensus qui est resté figé donc depuis maintenant presque 10 ans et qui n'a pas évolué et qui pourtant devrait être sujet à évolution. Voilà, vous avez tout à fait bien présenté le sujet. Et j'insiste un petit peu sur le fait qu'on est amené dans ces discussions à stigmatiser les caisses, mais je crois que leur rôle est pas si grand que ça. Le rôle principal, c'est celui de la profession. Et j'en reviens au fait que le premier ennui que l'on rencontre quand on fait une médecine différente, c'est qu'on entre en désaccord profond avec des spécialistes. On devient, nous, avec nos prétentions à soigner plus simplement, des troubles faits. Et là, c'est là que l'on va voir
le rôle des conseils de l'ordre, intervenir. Donc, on va quand même définir un petit peu ce que c'est que le Conseil de l'ordre quand même, parce que tout le monde a entendu parler de l'ordre des médecins, mais on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Donc, en fait, déjà, pour commencer, quand un médecin reçoit son diplôme de médecin, il est tenu et obligé de s'inscrire en fait à l'ordre des médecins. Voilà, vous avez dit l'essentiel, l'ordre a le pouvoir de mettre en place un médecin, mais aussi le pouvoir de le destituer. C'est-à-dire qu'en France, on ne peut pas exercer la médecine si on ne fait pas partie de l'ordre des médecins. Absolument. Et on doit payer, donc les médecins payent une cotisation qui assure le financement de cet organisme. Absolument. Et cet organisme, il faut savoir qu'il est amené à juger beaucoup de choses. Sa légitimité, c'est évidemment de protéger les malades contre des médecins qui seraient indélicats ou dangereux, mais ce sont des élus, ce sont des gens qui n'ont pas compétence, en fait, pour juger le fonctionnement du médecin. C'est-à-dire que ce sont des collègues comme les autres, enfin vos confrères en fait, qui sont élus au niveau déjà local, départemental, et puis ensuite ces conseils départementaux sont la base, je pense, du fonctionnement du Conseil de l'ordre, puisqu'après ils élisent eux-mêmes les conseillers régionaux, puis ensuite les membres de l'ordre des médecins au niveau national. C'est comme ça que ça se passe? Tout à fait. Et donc, en fait, quand vous avez des problèmes avec l'ordre des médecins, vous êtes jugé par vos pairs, en fait, des confrères. On est quand même dans un domaine où des jalousies personnelles peuvent s'exprimer, non? En réalité, il y a quand même l'instance disciplinaire qui est importante, n'est pas dans le lieu même de la pratique du médecin. Donc, ça évite. Je crois que les médecins, enfin, au niveau disciplinaire, ont à juger surtout, enfin en tout cas dans nos cas particuliers, ont à juger du caractère hors norme de la pratique. C'est la seule chose qu'ils puissent faire parce qu'ils ne sont pas en mesure d'apprécier la qualité de notre travail. Donc de toute façon, d'une manière générale, l'ordre des médecins va toujours intervenir pour ramener dans le rang, on va dire, les médecins pour que finalement tous les médecins pratiquent la même médecine. Alors, ils ne devraient pas faire ça. La situation des conseils de l'ordre est un petit peu équivoque parce qu'on sent bien leur utilité pour protéger les médecins, mais d'un autre côté, ils se mettent à protéger des médecins contre d'autres médecins. Et c'est là où, à mon avis, il y a des conflits d'intérêts et surtout où il y a un problème de fond, c'est que les malades, qui sont en fait les vrais juges du fonctionnement des médecins, sont exclus dans ces jugements. Donc finalement, concrètement, quand on a le cas d'un médecin qui applique donc des protocoles de soins, par exemple pour la maladie de Lyme, qui ne correspondent pas au protocole de 2006, même si ce sont des protocoles qui peuvent être appliqués avec succès à l'étranger, dans d'autres pays, ce médecin ne peut pas avancer, par exemple, des témoignages de malades ou même on va dire en rapport clinique des symptômes et de la disparition des symptômes et des améliorations constatées. Il ne peut pas se baser là-dessus, en particulier pas sur les témoignages des personnes qui sont les premières concernées, c'est-à-dire donc des malades. Exactement. Et là, vous soulevez le point essentiel. Le médecin ne peut pas assurer sa défense parce que le Conseil de l'ordre a une réplique que j'ai entendue plusieurs fois à mon égard. Les témoignages des malades ne sont pas recevables car ils ne sont pas de nature à démontrer, écoutez bien, la valeur scientifique de la thérapeutique. Autrement dit, les malades ne sont pas eux-mêmes juges de leur propre état de santé. En fait, on nous disqualifie d'une certaine façon, nous les malades, de la capacité de dire que oui ou non, un traitement a marché sur nous. Enfin, c'est pas très respectueux pour les patients, je trouve. C'est absolument pas respectueux pour les patients, mais c'est contraire à la justice élémentaire. C'est que quand même tout accusé devrait pouvoir bénéficier de témoins favorables. Tout à fait. Alors justement, on va parler des reproches précisément qu'on peut se faire adresser quand on est un médecin qui soigne la maladie de Lyme hors norme. Par exemple, les genres de reproches que on a pu vous faire, quels sont justement les points importants d'achoppement entre l'ordre des médecins et puis, on va dire, nos médecins, nous, parce que nous, on est des malades de Lyme, on a besoin de vous. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à nos médecins? Alors, bon, écoutez, ces reproches, il faut reconnaître qui sont tout simples. C'est de faire des pratiques hors normes.
Voilà, hein, et voilà. Donc, Mais en le quoi est-ce seul que ça fait, dérange les autres médecins que vous pratiquiez de façon hors norme? Et précisément, quelles sont ces pratiques hors normes qui vous sont reprochées? vous savez, la médecine, hein, est devenue compliquée, hein, parce que quand même, il y a eu beaucoup de progrès dans des dimensions. Il y a tous les mois, il y a des articles nouveaux. Hein. Quand on fait quelque chose d'original, hein, on dérange. On dérange, hein, et on se retrouve isolé. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Hein, on peut dire que c'est le premier ennui, mais c'est un ennui limité. Là où ça devient compliqué, c'est quand il y a un tiers qui porte plainte devant le Conseil de l'ordre. Or, ce tiers, hein, le champion, c'est la sécurité sociale. D'accord. Donc, en général, quand nos médecins ont des ennuis, c'est par plainte de la sécurité sociale auprès du Conseil de l'ordre. C'est le schéma, on va dire, général, habituel. Dans notre cas particulier, c'est ça. Hein, c'est ça, parce qu'il n'y a jamais eu de plainte de malade. Ouais. Et la motivation, en fait, de la caisse de sécurité sociale, pour dire les choses franchement, c'est souvent une histoire de problèmes de gros sous, on va dire, un peu avec leur obsession de faire des économies, parce qu'en fait, on va remettre en cause certaines de vos prescriptions ou certaines de vos analyses, je pense. Exactement. Exactement. Alors, pour en revenir à mon cas particulier, qui est intéressant parce que j'étais tenace. Hein, oui, 15 ans, il faut tenir le coup, 15 ans. Hein, je vous tire mon chapeau. Oui, mais j'ai été tenace. Mais ce qu'on m'a reproché, c'est de faire ce test alors qu'il était remboursable, dans les conditions dans lesquelles je le demandais. Mais la caisse a été très surprise, et ça se passait à Paris, de voir que dans le département, j'étais le seul à prescrire ce groupage HLA. Et à partir de là, évidemment, il coûte quand même 300 €. Ça a un petit peu ému leur comptable, et donc il y a eu des instructions formelles pour que je sois poursuivi, et les poursuites ont été très injustes dans la mesure où on a demandé à des experts de statuer sur, en fait, la qualité de mon fonctionnement médical plutôt que de la référence à la nomenclature qui était l'élément légal indiscutable. Et donc, en fait, vous n'avez pas été jugé vraiment sur ce qui vous était officiellement reproché. Voilà. Il faut savoir que la caisse passe toujours d'une idée qui l'intéresse, et elle va fouiller, parce qu'elle a un service juridique très puissant, elle va fouiller dans les possibilités pour accabler le médecin et le mettre par terre. Je peux vous dire que la dernière accusation des caisses, j'ai eu 10 motifs, vous m'entendez, 10 motifs de plainte, 10 arguments, hein, pour m'accabler au Conseil de l'ordre, et en réalité, la seule qu'on ait retenue, c'est utilise une thérapeutique insuffisamment éprouvée, alors que ça faisait 15 ans que je l'appliquais, et que en fait, elle était déjà connue depuis bien longtemps, parce que c'était une reprise des traitements du docteur Roudier de Lyon, qui finalement, lui, a été éliminé du champ médical français parce qu'on lui a interdit de faire, à 85 ans, on lui a interdit de faire sa thérapeutique qu'il est depuis 40 ans. On va revenir justement sur les sanctions qui peuvent être prises, mais pour que ça soit bien clair, donc globalement, si je comprends bien tout ça, de toute façon, les plaintes viennent essentiellement des caisses de sécurité sociale, et c'est toujours finalement parce qu'ils considèrent qu'il y a quelque chose qui leur coûte plus cher que ça ne devrait. Et puis après, bon, d'après ce que vous avez dit, on a l'impression que c'est un peu qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, c'est-à-dire qu'on va fouiller en fait dans tout ce qu'on peut dans la pratique du médecin pour essayer de le déconsidérer et de le faire condamner. C'est tout à fait exact, et c'est là où c'est important que l'on fasse connaître au public à la fois le problème spécifique donc, de cette maladie de Lyme, mais aussi le problème plus général de l'obstacle au progrès médical que peut représenter une instance juridique aussi archaïque et aussi peu conforme au droit. Walking through dark streets, the cold is looking for some way to stroke my skin. My
body shaking, my knees are weak. Intense emotions overflowing me. I try to find myself, I try to move on, don't know where I am, please carry me home. I try to find myself, I try to move on, don't know where I am, please carry me home. But I tell you what's inside of me will never die, will never die. Vous écoutez Médiatique avec comme invité le docteur Yves Cornette de Saint-Cyr et on est en train de parler de l'ordre des médecins. C'est vrai que ce conseil de l'ordre, en fait, il est un petit peu jugé parti dans cette histoire-là. Et donc un médecin qui fait l'objet d'une procédure devant le conseil de l'ordre peut en ressortir, donc éventuellement dans le meilleur des cas, complètement blanchi. Là-dessus, vous avez fait une remarque lors de la préparation de l'émission en disant que ça se sait pas toujours aussi bien que la publicité n'est pas toujours faite de la même façon lorsque les médecins finalement sortent indemnes d'une procédure par rapport à quand ils sont traînés devant le Conseil de l'ordre. Oui, ça c'est une sombre conséquence des plaintes. Quand un médecin est passé devant le Conseil de l'ordre, eh ben, on peut dire qu'il est stigmatisé, quel que soit le résultat, parce que il n'y a pas de publicité sur le fait qu'il était innocenté. Et puis, dans le petit monde de la médecine, on se regarde un petit peu parfois avec jalousie, ou en tout cas, ça fait jaser et vous perdez beaucoup de plumes, même si vous avez été innocenté. Oui, tout à fait. Il reste une suspicion. Il est passé devant le Conseil de l'ordre et tout de suite il y a quelque chose, c'est pas clair Voilà. avec lui. Alors, on va donc envisager les cas plus graves. Alors, qu'est-ce que le Conseil de l'ordre peut donner comme sanction en fait vis-à-vis d'un médecin qui aurait été déféré devant lui? En première accusation, on le traite de charlatan. Voilà. Mais là, c'est un mot, on va dire. C'est pas un délit. Oui, mais je veux dire par là qu'est-ce que ça expose à partir pour le Conseil de l'ordre. Ce mot, vous avez tout à fait raison. Il est assez obscur, parce qu'il n'y a pas tellement de différence. Je me souviens de ce que disait un spécialiste entre le charlatan et le chercheur. Oui. Voilà, alors déjà, il y a une difficulté. Mais l'ordre, s'il considère que le médecin a un comportement de charlatan, et il va en déduire à partir du moment où il applique une thérapeutique qu'il ne connaît pas, il peut avoir une interdiction d'exercer. Alors ça, c'est la sanction la plus grave, je veux dire, interdiction d'exercer. Ça veut dire concrètement qu'il ne peut plus exercer la médecine en France? Il ne peut plus l'exercer en France. Donc en fait, on le prive de son travail. Sa carrière est terminée. Voilà. Et ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Et pour vous dire, si vous voulez, à quel point on peut voir les plaintes se répéter et j'allais dire, ne pas aboutir à une vraie conclusion, c'est que moi, j'ai été traité de charlatan et innocenté, mais j'ai eu un avertissement. Après ça, comme j'ai récidivé, évidemment, je continue à faire mes analyses et puis je continue à avoir des patients qui avaient vraiment besoin de moi. J'ai été donc de nouveau accusé et à ce moment-là, j'ai eu une interdiction d'exercer avec sursis. J'ai fait appel. On m'a un petit peu diminué. On est passé de 3 mois à 2 mois d'interdiction. Ensuite, comme finalement, sur le fond, j'ai été lavé, puisque si j'avais fait une pratique dangereuse, on aurait dû m'interdire. Donc j'ai persévéré, d'autant plus que les témoignages des malades, d'autant plus satisfaits avec le temps qui passait, me donnaient de l'assurance. Donc dans cette nouvelle récidive, j'ai eu une interdiction d'exercer pendant 2 mois. Et puis, le processus se continuant, je suis de nouveau retourné à mes activités chères et j'ai été encore une fois poursuivi par la sécurité sociale. Et il faut dire que la première fois j'étais en Loire-Atlantique, que j'ai fui pour pouvoir retrouver un milieu peut-être plus sympathique dans le Morbihan.
Et là, dans le Morbihan, effectivement, j'ai trouvé un médecin conseil sympathique Oui, parce que qui a accepté. finalement, ça va dépendre aussi un petit peu du hasard, parce que les médecins conseils des caisses de sécurité sociale ont un énorme pouvoir à ce niveau-là, puisque en fait, c'est eux qui vont, selon leur attitude, accepter ou ne pas accepter ces thérapeutiques différentes. Oui, ils ont un pouvoir, mais vous allez voir que ce pouvoir, il est quand même limité par le pouvoir du national. Parce que justement, quand je suis arrivé ici, le médecin conseil a dit OK, je vais dire à la Loire-Atlantique qui vous lâche les baskets, et moi, je vais étudier l'intérêt de votre pratique sur le plan financier. Et un mois après, ce sympathique médecin-chef s'est retrouvé muté, et j'ai hérité du médecin-chef, d'un médecin de Loire-Atlantique qui est venu prendre sa place et qui, 15 jours après, reprenait les poursuites contre moi. D'accord. Donc c'est vraiment Dallas, là, c'est les règlements de compte. Et du coup, donc c'est vrai que c'est un petit peu, c'est très, on va dire, c'est très arbitraire tout ça. Et puis ça va vraiment dépendre du coup de chaque région, de chaque département, ce qui se passe finalement par rapport aux médecins. Ça c'est une piste que je donne finalement, de dire que finalement pour les associations de malades et tout ça, il y a vraiment un travail à faire au niveau local, puisque tout commence au niveau du conseil Oui, départemental. conseil départemental. Là, je parle du médecin de la sécurité sociale. Oui, oui, d'accord, oui, c'est vrai. C'est un petit peu, on s'y perd un petit peu entre les différentes Oui, on s'y instances. perd. Oui. Mais je vais vous dire que quand même, il y a eu une certaine bonne conclusion, c'est que j'ai eu la chance de ne pas nourrir d'amertume à l'égard du médecin conseil et surtout du directeur de la caisse quand même, qui était le principal accusateur. Je suis arrivé à le convaincre des économies qu'il pouvait faire, et à ce moment-là, les choses ont changé. Et voilà. Il m'a dit une chose de très amusante. Il m'a dit, docteur, vous n'êtes pas le seul médecin quand même à suivre ces malades. Pourquoi vous ne demanderiez pas aux médecins traitants de prescrire à votre place? Leur profil ne sera pas en danger, et vous, on vous fichera la paix. Oui, bah, c'est une remarque qui est pleine de bon sens parce que c'est vrai que c'est le problème essentiel qu'on a en France par rapport à la maladie de Lyme, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui sont tout à fait conscients qu'il y a un problème et qu'il faudrait appliquer d'autres protocoles, mais ils n'ont pas le courage de le faire. Du coup, tout se concentre sur les quelques têtes de médecins plus courageux que les autres. Moi, je vais le dire parce que voilà, c'est à nous de le dire que nos médecins sont très courageux parce que justement, ils prennent des risques et que si les autres médecins prenaient un petit peu cette part de risque, eh ben, le risque se diluerait et que du coup, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient en France par rapport à la maladie de Lyme. Oui, là vous posez une question qui psychologiquement a beaucoup de poids. Vous voyez, ce qui est grave, c'est que les médecins qui souffrent, et c'est une vérité, tous les médecins souffrent d'une privation de liberté et ils en veulent un petit peu, pour pas dire parfois beaucoup, à ceux qui prennent cette liberté. Et c'est ce qui crée un clivage et qui fait que ceux qui, comme vous dites, n'ont pas le courage, c'est qu'ils sont... ils ne sont pas en sympathie avec nous, alors qu'au contraire, on devrait travailler ensemble. Est-ce que il y a aussi, j'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est vrai, de déconventionnement en fait par les caisses de sécurité sociale. Ça existe ça comme type de sanction? Ah, c'est vrai. Alors, je vais vous dire que le déconventionnement, c'est une décision qui est une conséquence logique des médecins qui veulent continuer en ayant la paix. C'est pas la caisse peut les déconventionner, mais dans la pratique, c'est une décision personnelle. Voilà, et les médecins qui en ont assez d'être poursuivis se déconventionnent. C'est-à-dire donc finalement, à partir du moment où ils sont déconventionnés, les malades qui vont les voir n'ont plus droit à aucun remboursement sur tout ce qui est prescrit? Ou symbolique. D'accord. Et donc ça peut être un choix aussi du médecin pour dire je veux continuer à travailler comme je veux, je ne veux pas avoir de compte à rendre à la sécurité sociale par rapport à ce que je lui coûte, donc je me déconventionne. Voilà, oui, c'est le prix de la liberté. D'accord. Mais ça peut aussi arriver que la caisse déconventionne un médecin aussi dans l'autre sens? Oui. Je vous dirais que, par exemple, dans le jugement, la caisse
la caisse dit, le docteur de Saint-Cyr, par exemple, est interdit de donner ses soins aux assurés sociaux. Si on prenait les choses à la lettre, ça permettrait de soigner les gens qui ne sont pas comme moi, qui renoncent au remboursement. Mhm. Mais l'ordre n'entend pas de cette oreille. Et donc, ça veut dire que si vous n'avez plus le droit de donner des soins aux assurés sociaux, vous êtes aussi radié de l'ordre des médecins dans la foulée? Pratiquement, oui. D'accord. Alors, vous avez parlé aussi, à un moment donné, de réparation financière. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit? À partir du moment où vous avez un remboursement, à partir de vos prescriptions, les gens se sont fait rembourser. Si le Conseil de l'ordre estime que votre prescription était injustifiée, la caisse demande le remboursement en dédommagement. D'accord. Et donc ça peut monter très très vite, très très haut. Oui. Je pense qu'à travers cette expérience, on pourrait quand même suggérer aux auditeurs qu'ils prennent conscience de ce problème juridique. Il faudrait que les malades soient représentés au Conseil de l'ordre et que leur témoignage soit accueilli pour que l'on puisse vraiment défendre ce qui est en cause dans ces procès uniques. C'est le progrès médical qui est en fait attaqué. Docteur Yves Cornette de Saint-Cyr, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Et puis on vous souhaite de continuer avec autant d'énergie parce qu'on a besoin de médecins comme vous. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. L'acharnement contre des médecins qui soignent de leur mieux, en leur âme et conscience, les malades de Lyme, n'est qu'une partie de l'immense problème concernant la prise en charge de cette maladie en France. Le samedi 30 mai aura lieu la journée française de sensibilisation à la maladie de Lyme. Cette journée découle d'un mouvement d'ampleur internationale débuté il y a 2 ans, le Worldwide Lyme Protest. Les associations de malades américaines, européennes et australiennes manifestent chaque année au mois de mai pour alerter la population et les pouvoirs publics sur la gravité des maladies à tic et les lacunes de leur prise en charge. Tests diagnostiques peu fiables, médecins peu informés, chronicité non reconnue, malades laissés à l'abandon. Tout ceci sont des raisons pour ces manifestations. Les Français, quant à eux, sont invités à se rassembler dans plusieurs villes de France le samedi 30 mai prochain. Les associations de malades se sont regroupées autour d'un tract commun qui sera diffusé ce jour-là. Elles invitent leurs adhérents à rejoindre le rassemblement le plus proche de chez eux. Voici les villes qui sont concernées par ordre alphabétique: Alençon, Besançon, Grenoble, Lourdes, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur le site www.francelyme.fr. On espère vous voir le 30 mai. À bientôt.